Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour et bienvenue dans cette émission, dans cette autre émission de Interrogeons-nous. Et ce matin, compte tenu de l'avancée, j'ai envie de dire libidinale de notre société, nous avons bien voulu nous interroger avec le chef de département de sociologie à l'Université Yaoundé 1, le professeur Armand Lecat Essomba. Professeur, bonjour. Bonjour Jacques. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Wafrica TV. Ce matin, le journal Le Jour, le journal camerounais Le Jour, a eu comme grand titre, tendance, la ruée vers les sextoys. Et on se rend compte, avec les réseaux sociaux, avec les divers supports que nous avons au quotidien, que le caractère libidinal prend peut-être, je dis peut-être parce que ce sera à vous de nous le dire, le dessus sur la réflexion, sur la morale, sur les comportements tels qu'on les avait pensés par le passé. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour cela? Je crois que nous pourrions également reprendre, disons, la problématique de la libération sexuelle qui fut théorisée dans les années 60, notamment à partir des contextes français, pour se rendre compte effectivement d'un déplacement culturel qui touche à la manière dont on perçoit pas simplement le sexe, mais aussi la sexualité et toutes ces différentes manifestations. Nous sommes au regard de l'actualité dominante avec tout ce que vous évoquez, tout ce qui est relayé chaque jour, les scandales, que ce soit en termes de pratiques sexuelles alternatives, etc., que nous sommes probablement en train de faire l'expérience d'une forme de libération. Les cadres sociaux de la sexualité sont en train d'éclater. On sait que la sexualité, par définition, constitue une modalité centrale de la régulation des sociétés humaines. Partout, quels que soient les contextes culturels, la sexualité est un mécanisme de production et de reproduction humaine et sociale. Et c'est pour ça que la plupart des régimes normatifs et les imaginaires culturels ont essayé de l'encadrer. De telle sorte que la sexualité a historiquement toujours été envisagée dans des espaces d'intimité, dans la construction de l'intimité des gens, et une série, disons, de règles, de régulation, et dont tout un régime, en réalité moral, s'est constitué autour de la manière de percevoir le sexe, la manière de dire le sexe, la manière de le pratiquer, les conditions dans lesquelles il faut le pratiquer. Un certain nombre de régimes sont même allés plus loin jusqu'à suggérer aux couples, aux familles, dans leur intimité, disons, la manière dont il fallait construire le rapport au sexe. Oui. Or, il se trouve que, à la suite d'une série d'événements, dont les plus récents sont quand même, disons, l'apparition, bien sûr, des réseaux sociaux, les contacts très avancés, la diffusion massive dans les images de télévision, dans le cinéma, disons, d'autres types de pratiques, d'autres types de rapports au sexe, la manière de le dire. On a bien observé depuis très longtemps que, d'abord dans la manière soit de le chanter, soit de le dire, il y a une sorte de libération. Donc les cadres classiques se sont en quelque sorte perdu leur autorité. Si vous introduisez les transformations qui s'opèrent aujourd'hui à l'intérieur des familles, et que vous prenez donc le contexte global de ce qu'on a appelé la libéralisation, et la libéralisation n'est pas simplement un régime politique, c'est aussi un régime de régulation, c'est aussi un régime culturel où de plus en plus les normes et les réglementations et les régulations édictées par des vieilles institutions de socialisation, c'est-à-dire les institutions de transmission des valeurs souhaitables qui très souvent reposent sur un certain nombre de régimes culturels et moraux. Ces régulations et ces normes édictées par ces institutions et prescrites par ces institutions, disons, n'ont plus suffisamment d'autorité sur les gens. Je dois préciser que si vous regardez aujourd'hui le rapport que, en tout cas, nos enfants, et ça c'est un phénomène qui date depuis à peu près
2 décennies au moins, c'est que la famille tend à perdre l'autorité qu'elle avait. Quand je parle de la famille, par extension, les grandes structures traditionnelles de transmission des valeurs durables. Oui. Donc on parle de la famille, on parle de l'église, on parle des formes de l'école, vie. des formes de... Donc voilà, il se trouve donc si vous prenez le milieu strictement familial, observez une chose, parce que mon hypothèse est que les grands déplacements culturels qui se font et qui auront des grandes conséquences sur nos sociétés partent d'abord de là, de la manière dont la famille se transforme et la manière dont les valeurs sont transmises aux jeunes générations. Vous allez vous rendre compte que dans des familles qui sont encore réputées stables, disons que le temps statistique que les parents passent avec leurs enfants s'est considérablement réduit. Oui. Nous sortons tous le matin à 6h30 pour éviter les embouteillages. Nous rentrons tous à 21h, parfois 21h30. Et parfois, nous déposons nos enfants à l'école. On ne les accompagne même plus. C'est-à-dire que même dans la manière de nous exprimer, on les dépose, un peu comme au dépotoir. Et ça, c'est de lundi à vendredi. On sait que le samedi, en général, dans nos sociétés, c'est la journée nationale des enterrements. Oui. Nous passons notre samedi à aller accompagner des familles pour enterrer les gens, etc. Le dimanche, en général, est consacré à toutes sortes de réunions, de tontines, etc. Et donc, nous n'avons plus le temps de passer avec, disons, les jeunes générations. Donc, c'est un cadre qui était un cadre extrêmement contraignant et qui était un réservoir de production et de contrôle de nos pulsions, de nos mécanismes, puisque la libido fait partie intégrante de nos systèmes de pulsions. Et donc, finalement, entre-temps, ces jeunes générations passent le temps avec des parents alternatifs. Et ces parents alternatifs, c'est des groupes de pères, c'est la télévision, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire toutes sortes d'instances extrêmement fluides qui ne peuvent pas garantir, disons, à ceux qui sont en relation avec une situation soit d'intériorisation des valeurs, quelque chose de très stable. On ne voit pas nos enfants jouer, on ne les voit pas s'amuser, on ne les écoute plus, etc. Et du coup, donc, en réalité, chaque jour, ces jeunes générations sont exposées à toute autre forme et nos sociétés qui sont, par définition, qui sont en rapport culturel de force extrêmement défavorable. Chaque jour, les images que nous regardons, les textes que nous lisons, les choses que nous voyons défiler dans les réseaux sociaux, c'est des choses qui exposent la nudité, qui nous présentent d'autres formes alternatives et qui élargissent donc la sphère de nos fantasmes. Et puisque vous parlez des enfants, comme ils sont plus jeunes, naturellement, ils reçoivent passivement ces images-là. Absolument, ils reçoivent passivement et les cadres qui étaient des cadres contraignants, qui permettaient de contrôler ce qu'ils regardent ou de filtrer en tout cas les différentes expériences qu'ils pourraient recevoir en journée, ces cadres ont commencé à perdre progressivement leur autorité et leur ascendance sur les jeunes générations. Et nous avons tous basculé dans cet esprit et l'introduction des réseaux sociaux a été un facteur encore accélérateur. C'est-à-dire qu'on peut regarder soi-même sur son smartphone, sur sa tablette, des images enfermées, et la tendance parfois c'est de se dire mais oui, et donc ces objets qui sont des objets utilitaires mais qui en même temps élargissent l'aspect ludique qui est inscrit en chacun d'entre nous, vont donc avoir pour fonction de rendre élastique, disons d'élargir nos imaginaires et d'élargir la possibilité de nos fantasmes. De casser les limites de la morale. Et de briser les limites. Et cela est soutenu par, en fait, une idéologie de fond que moi je considère comme l'idéologie de la libération, qui est une perversion, disons, de l'idéologie de la liberté. La libération, en fait, c'est qu'on se libère de nos fantasmes. On se libère des cadres contraignants. On se libère des cadres qui pouvaient rendre oppressifs, disons, nos tendances et nos penchants. Est-ce qu'on peut considérer que ces cadres avaient été trop rigoureux pour qu'à un moment donné, nous nous rendions compte qu'on ne peut plus se contenir, on a explosé? Alors, trop rigoureux, je ne sais pas, mais il se trouve que les institutions fonctionnent de manière un peu systémique.
évidemment, avec du recul, avec, disons, le présupposé contemporain, on peut avoir l'impression que c'est des cadres qui avaient été très oppressifs. Oui. Il y a eu tout un discours et toute une morale, toute une catéchèse, par exemple, d'un certain nombre de grandes religions qui ont beaucoup, disons, exercé des pressions incroyables sur notre corps, la façon de le mettre en scène, la façon de le rendre désirable, etc. Et il se trouve qu'aujourd'hui, avec la libéralisation des mœurs, mais une libéralisation des mœurs fortement déterminée par, disons, une certaine façon dont le capitalisme mondial a su exciter, disons, nos passions les plus enfouies et la manière de nous présenter l'ensemble des désirs comme des désirs qu'on peut assouvir dès lors qu'on en a la capacité. Oui. Et donc, c'est important de revenir sur ce que j'appelle l'idéologie de la libération, cette idéologie qui, en fait, brise tout, brise les tabous, conteste toutes les formes de prescription qui exercent sur nous des limites sur ce qu'on veut. Et donc l'idéologie de la libération s'appuie sur le slogan on doit jouir, on doit faire ce qu'on veut pourvu que ça nous fasse plaisir. C'est quand même grave, ça ressemble à une révolte, à un homme, à un être humain qui implose de l'extérieur, ou bien qui a explosé. Parce que comment comprendre que quelqu'un, dans son intimité, utilise son téléphone pour faire une vidéo? Oui, bon, ça pourrait s'expliquer. Est-ce que c'est une révolte? Est-ce que c'est... mais il faut savoir que l'homme n'est pas simplement un être comme la vieille philosophie à partir du monde grec nous l'a enseigné, un être essentiellement rationnel. C'est un être de pulsion. Et en principe, et c'est ça le paradoxe, la raison était censée discipliner les passions enfouies, les pulsions enfouies, sauf que ce qui s'observe aujourd'hui, c'est que la raison est utilisée pour davantage, disons, instrumentaliser et faire, c'est d'autant plus que ça se vend. Le plaisir est aujourd'hui, disons, un réservoir d'investissement. Tout ce que vous évoquez, la course, la ruée vers les sextoys, etc., c'est l'idée que comment se donner du plaisir et se faire du plaisir comme on veut, sans nécessairement avoir une dette à l'égard de quelqu'un. Donc derrière tout ceci, on sent bien que derrière cette idéologie de la libération et derrière cette sorte j'allais presque dire, de religion du plaisir, se cachent probablement des choses extrêmement inquiétantes du point de vue de la culture. C'est l'idée que l'homme peut se suffire, l'individu peut se suffire, n'a pas nécessairement de dette à l'égard de l'autre, n'a pas besoin de l'autre. On est en train de créer des conditions pour reconfigurer le lien social. Le lien social a été conçu dans sa fonction de dépendance des uns à l'égard des autres. Aujourd'hui, ce qui en travaille, c'est un individu autosuffisant qui peut se faire plaisir comme il veut. Souvenons-nous que dans toutes les métaphysiques et dans toutes les cosmogonies, ce qui a soutenu jusqu'à ce jour l'idée même de l'homme ou de cet anthropocentrisme qui continue à gouverner nos visions du monde, c'est que le principe masculin doit s'associer au principe féminin pour rendre possible la vie. C'est-à-dire que si la vie se réduit dans la dialectique de la production et de la reproduction, chaque individu séparé ne peut pas se suffire. On a donc toujours besoin de l'autre. J'ai besoin de l'autre pour que je rende possible la reproduction, ma descendance, etc. Et donc cette fonction de reproduction, même si elle peut être considérée comme une fonction animale, comme une fonction, j'allais presque dire, pragmatique, est quand même extrêmement puissante. Mais c'est ça qui disparaît aujourd'hui. Et l'idée dominante est que le sexe n'est qu'un objet de plaisir. La fonction dominante aujourd'hui qui émerge, c'est que nous rentrons dans une phase de notre civilisation humaine où le plaisir et le plaisir qu'on se donne à soi-même, sans une forme de dette à l'égard de qui que ce soit, à l'égard d'une quelconque morale, c'est ça qui doit gouverner notre vie. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est le déplacement culturel peut-être le plus inquiétant du point de vue de notre perspective. C'est l'idée que
je peux faire ce que je veux, je peux faire ce qui me fait plaisir, Oui. Sans que je n'ai à rendre compte à qui que ce soit, à quelque distance que ce soit. Oui. Et lorsqu'on arrive à ce stade, vous allez donc comprendre tout le reste. Permettez-moi d'être si cru, c'est ça qui donne lieu à des affirmations du genre un homme, pourvu qu'il se fasse plaisir, peut coucher avec un autre homme, peut avoir des relations avec un autre homme. Il peut avoir des relations avec sa fille, il peut avoir des relations avec un animal, pourvu que ça lui fasse plaisir. Et donc, c'est le slogan on doit faire ce qu'on veut. Mais une société, et nos sociétés ne se sont pas construites sur le modèle de cette idéologie de la libération. Oui. Nos sociétés se sont construites sur le principe suivant. Si l'on peut faire ce qu'on veut, est-ce qu'on doit faire ce qu'on veut? Oui. Et lorsqu'on dit est-ce qu'on doit faire ce qu'on veut, ça veut dire que nous ne devons pas tenir compte toujours de ce que nous voulons, mais nous devons tenir compte de ce qui est souhaitable. Oui. Si l'on a envie d'avoir des relations sexuelles avec sa fille, est-ce que c'est vraiment souhaitable? Et donc c'est cette question morale qui a été à la base de la constitution des civilisations humaines jusqu'à ce jour. Oui. Et ce sont les digues de cette civilisation qui sont en train de s'écrouler devant, en fait, les assauts, disons, d'une forme de marchandisation autour des rapports entre plaisir, corps humain et individu. Prof, est-ce qu'on peut considérer que la suprématie du droit individuel sur le droit collectif, qui ne vient pas nécessairement de nous en tant qu'Africains, parce que chez nous encore, on voit l'influence du droit collectif sur le droit individuel. Est-ce que cette querelle, appelons ça idéologique, ne renforce pas le fait? Oui, j'irais même plus loin en disant qu'il ne s'agit pas simplement d'une querelle idéologique, il s'agit en quelque sorte d'une querelle anthropologique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a deux grandes anthropologies qui, je crois, vous allez vous rendre compte que tout ça est quelque part lié. Quelle que soit la longueur et la profondeur historique que vous prenez en remontant dans les mythes anciens, quand vous voyez certaines sociétés se sont construites sur ce que je peux considérer comme une anthropologie centrée sur l'individu et la survalorisation de l'individu. Oui. Et donc le bonheur individuel serait au-dessus de toute autre chose, oui. Le bonheur collectif. Et bien sûr, cela a été pendant longtemps masqué par des formes de solidarité, j'allais presque dire organiques, qui se sont tissées. Des institutions ont essayé de protéger un peu ce qu'on peut considérer comme la vision collective, le bonheur collectif, mais c'est toujours présent. Et derrière cette idée d'une anthropologie centrée prioritairement sur l'individu, se cache également une vision agonistique de la vie. L'idée que l'autre est toujours une menace. L'autre qui ne me ressemble pas est une menace. Il faut chercher soit à le tuer, soit à l'assimiler. Oui. Si vous interrogez les métaphysiques, la Bible, les chrétiens, etc., vous voyez des gens, un certain Jacob, qui pourrait lutter contre Dieu. On vous parle de tel mythe où, je ne sais pas, le personnage qui aurait volé le feu. Le mythe d'Ève. Non, pas le mythe d'Ève. Ce personnage qui aurait volé le feu au Dieu pour nous l'amener, le feu de la connaissance, etc. Donc, il y a toujours l'idée qu'il n'y a jamais, il y a toujours une lutte, il y a une bagarre. C'est pour ça que ce sont aussi ces sociétés qui ont généré, disons, des catastrophes culturelles comme le racisme, comme le sexisme, comme ceci, parce que c'était toujours l'idée que l'autre qui ne me ressemble pas, étant différent, est une menace. Alors que dans les anthropologies africaines les plus anciennes, le principe de l'interdépendance a toujours été quelque chose d'extrêmement sacré. Oui. Et du coup, la conscience collective, est-ce qu'on peut considérer donc aujourd'hui dans les termes modernes comme le droit collectif, a toujours eu une plus grande prééminence sur les fantasmes individuels. Et c'est pour ça que certaines de nos sociétés résistent encore aujourd'hui. Et si vous faites des observations approfondies, vous allez vous rendre compte que du fait du capitalisme, le capitalisme a tout envahi. L'idée qu'on peut vendre tout, l'idée qu'on peut transformer tout en objet marchand. Oui. Et ça, c'est tous les domaines de la vie qui ont été encerclés. Mais
la réserve que les sociétés africaines ont su préserver, c'est ce que j'appelle les lieux anthropologiques du don. Oui. Et il y en a 3 en général. C'est l'amitié, c'est la fête et c'est la famille. Oui. C'est-à-dire que nous sommes encore dans des sociétés où on peut donner sans attendre en retour. Mais ça va parce pas, que c'est un frère. Ça ne va pas durer. Parce que, à cette allure. effectivement, à cette allure, on sent bien comment il y a un travail, disons, de régression des principes de socialité, de solidarité classiques qui mettent en exergue ces lieux anthropologiques du don. Aujourd'hui, quand vous observez, c'est pour ça moi je suis attentif à la manière dont les Africains organisent leurs fêtes, aux rituels qui les entourent. Des gens viennent, vous ne les connaissez pas. Des gens viennent, vous ne les connaissez pas. Et puis vous les recevez chez vous sans en attendre quoi que ce soit. Oui. Vous faites des actions en vous disant si ce n'était pas un frère, je ne l'aurais pas fait. Si ce n'était pas une sœur, je ne l'aurais pas fait. Si ce n'était pas un ami, je ne l'aurais pas fait. Oui. Donc l'amitié, la fête et la famille restent encore des réservoirs qui n'ont pas encore complètement disparu. Or, la fête, l'amitié, la famille nous remettent à une perspective, disons, collective, à l'idée que ce n'est pas l'individu et le fantasme du bonheur individuel et l'anthropologie centrée sur la surprotection et la survalorisation de l'individu. Parce que cette anthropologie nous conduit toujours à des sociétés de compétition interindividuelle. Oui. Lorsque vous, aujourd'hui par exemple, si vous allumez la télé, interrogez la radio, le mot-clé c'est le concept de droit. Oui. Il y a le droit de tout aujourd'hui. Oui. Droit de l'homme, droit de la femme, droit de l'enfant, droit des animaux, droit des humains. Oui. Et au fur et à mesure que cette notion est récitée, il y a un autre terme qui disparaît, qui commence à devenir discret, c'est le terme de devoir. Et quand le terme de devoir s'efface, ça veut dire que nous n'avons plus de dette à l'égard des uns et des autres. Oui. Ça veut dire que le lien social est en train de se déconstruire. Oui. Et en fait, je n'ose pas imaginer les régimes d'humanité, les régimes de société qui vont s'ouvrir. C'est la voie ouverte à je n'ose pas imaginer. Prof, est-ce qu'on peut penser que si on considère que la sexualité, c'est quand même du domaine de la vie, j'ai envie de dire, secrète, est-ce qu'on peut considérer que cette rébellion, de la vie intime, cette rébellion, je peux l'appeler comme ça, parce que quand on vous explique comment fonctionnent certains groupes WhatsApp, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui veulent se démontrer quelque chose et démontrer aux autres à travers leur sexualité. C'est-à-dire qu'ils sont dans une recherche d'une performance sexuelle à expliquer, ils veulent s'extasier en montrant aux autres combien ils sont forts. Est-ce que on peut considérer cela comme c'est une rébellion contre qui? Contre la règle, contre la société, contre soi-même? Est-ce qu'on n'a pas fait la boucle et que finalement on est revenu à l'état de nature? Or, bon, ça c'est des hypothèses effectivement qu'il faut prendre au sérieux. L'homme serait venu à la vie nue. La culture lui a appris à s'habiller, parce qu'une interprétation tout à fait laïque de ce passage dans le texte sacré, enfin le texte biblique, qui nous dit lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Et le premier acte qu'ils vont poser, c'est de cacher leur nudité. Oui. Et donc c'est le premier acte de la culture dans cette sorte de métaphysique, c'est-à-dire cacher sa nudité. Oui. Et parfois on peut approfondir cette interprétation. Le chien qui avait les yeux ne s'est jamais rendu compte qu'il est nu. Oui. Mais pourquoi avoir insisté sur cet aspect? Parce que c'est le lieu même de la vie. Oui. Et le lieu de la vie doit par définition être protégé. Lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, on a effectivement l'impression d'une trajectoire cyclique où l'homme a envie de se dénuder. Oui. Il a envie d'enlever ses habits qui cachent ses pectoraux, qui cachent tout ce qu'il a comme... Vraiment, il veut plus cacher ce qu'il croit être le plus important. Oui. Et donc, c'est comme si quelque part, pardonnez-moi la perspective qui peut être considérée comme normative, c'est comme si l'homme fantasmait l'animal. Il fantasmait sa nudité, ce qu'il croit être sa liberté. Il voudrait vivre simplement, mais aujourd'hui ce n'est pas encore le cas ici. Mais si vous allez ailleurs, il y a des problèmes nudistes. Aujourd'hui, la grande tendance, c'est effectivement que c'est comme si on voulait retourner à cet état de nature, et comme si on était fatigué par la culture, avec tout ce que la culture a apporté. C'est comme si effectivement
il y avait une dynamique de rébellion contre les acquis, disons sociaux. les acquis sociaux, moraux et culturels qui ont jusque-là construit la civilisation humaine telle qu'elle se présente aujourd'hui. Prof, pour sortir, est-ce que la question de l'intimité est une question de l'espace public? La question de l'intimité, c'est en fait paradoxal. Oui. Vous savez que ce qui est intime ne saurait être, quand je dis ne saurait être, nos régimes historiques et culturels, depuis la très longue durée humaine, ont voulu quand même créer cette frontière. Oui. Une frontière qui préserve, une frontière qui nous garantit quand même des espaces d'autonomie, Oui. une frontière qui souscrit à l'idée qu'on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout montrer. Or aujourd'hui, ce qui se passe, notamment à partir des réseaux sociaux et de tous ces outils qui sont disponibles, c'est l'idée selon laquelle l'homme tente de se rebeller contre cette sorte de dogmatisme qu'il considère comme un dogmatisme à la fois moral et culturel, et qu'il se dit il faut tout montrer, on doit tout montrer, alors même que effectivement c'est ça qui ferait la différence entre les hommes et les autres régimes d'êtres vivants. Il faut peut-être revoir nos règles. Probablement les dynamiques sociales, les dynamiques historiques, les transformations culturelles, les cadres sociaux et moraux sont en train de subir d'importants déplacements. S'il faut résister à ça, il faut encore beaucoup investir sur l'éducation, mais c'est une tâche extrêmement délicate au regard de tout ce à quoi nous faisons face aujourd'hui. Nous avons des outils qui sont à notre disposition, que malheureusement nous utilisons non pas pour nous perfectionner, disons d'un point de vue à la fois culturel et moral, mais en fait quelque part pour nous pervertir en rentrant un peu dans cette idéologie du pouvoir. Merci professeur Amal Kaisoba, merci d'avoir répondu à Wafrika TV dans cette réflexion qui continue d'être une réflexion. Et nous allons poursuivre, nous verrons par quel bout tenir pour qu'on imagine les possibles d'une société de demain qui soit meilleure que celle que nous vivons. Chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir suivi cet entretien et nous vous disons à très bientôt sur Wafrika TV. N'oubliez pas de vous abonner parce que chaque fois que vous vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne. Merci professeur. Merci beaucoup.